Bonjour à tous, je me présente, je suis Héloïse Boquet, interne en dermato à Paris. Et ensemble, aujourd'hui, on va faire la première conférence TD de dermatologie. J'espère que vous m'entendez bien. C'est parti. Donc, on prend des items qui ont déjà été vus dans les DP, mais on va essayer de changer un peu les questions pour voir si vous avez bien compris et d'aller peut-être moins dans les détails, dans les rappels de cours sur ces parties-là. Donc, vous êtes interne en dermatologie, vous recevez en consultation Julie, 14 ans, pour une acné légère du visage, donc comme vous pouvez voir ici. Quel traitement lui proposez-vous en première intention? Alors, est-ce que, donc là, vous voyez, vous avez une acné plutôt légère du visage. Donc là, vous pouvez lui proposer en première intention des rétinoïdes topiques. Donc là, on a une acné légère du visage, on proposera plutôt un traitement topique, donc soit rétinoïde topique, type adapalène ou autre médicament qui se finit en rétinoïne, ou du peroxyde de benzoïle, mais pas le benzoate de benzoïle qui est le traitement de la gale. Attention, il ne faut pas faire, pas confondre. Et concernant l'isotrétinoïne, quelles sont les propositions justes? Il est le seul traitement capable d'induire une guérison de l'acné. Il nécessite une surveillance régulière du bilan hépatique et lipidique, un dosage mensuel des bêta-HCG chez la femme en âge de procréer. Son association avec les cyclines permet de booster son efficacité et peut être responsable d'une exacerbation des symptômes les premières semaines. C'était ABCE. Attention, son association avec les cyclines est contre-indiquée puisqu'elle entraîne un risque d'hypertension intracrânienne. Donc, on revoit rapidement pour être sûr que vous ayez bien compris, mais on en avait déjà parlé dans la conférence numéro 1 avec les DP. Donc, devant une acné légère du visage qui touche moins de la moitié du visage, un traitement topique, soit avec des rétinoïdes locaux, soit avec du peroxyde de benzoïle, soit les deux. Plus ou moins associés à des antibiotiques locaux, érythromycine ou clindamycine, qui ont tous les deux une action anti-inflammatoire, associés au traitement topique sur une période courte, donc 3 mois, parce que sinon il y a un risque d'émergence de résistance bactérienne. Quand on a une acné modérée à sévère, plus de la moitié du visage, dans ce cas-là, on mettra à la fois des topiques, donc rétinoïdes, des peroxydes de benzoïle et des cyclines. Et si on a un échec à 3 mois, de l'isotrétinoïne. Donc les cyclines ont une action antiséborique et anti-inflammatoire. On les met pendant 3 mois. Et attention, je vous rappelle encore une fois que la doxycycline est contre-indiquée chez la femme enceinte et l'enfant de moins de 8 ans parce qu'elle entraîne un risque de dyschromie dentaire. Éventuellement, on peut donner des macrolides chez cette population. Et éventuellement, ce qu'on peut aussi donner dans cette population ou pendant l'été, puisque la doxycycline est photosensibilisante, c'est du gluconate de zinc qui va avoir une action anti-inflammatoire. Et enfin, quand on a une acné très sévère, inflammatoire avec des nodules, notamment acné conglobata, acné fulminans, dans ce cas-là, isotrétinoïne d'emblée. Juste avant, je vous rappelle le circuit. Si vous êtes une patiente qui avait de l'acné, vous allez faire votre prise de sang mensuelle avec les bêta-HCG. Vous allez voir votre dermatologue qui va signer pour dire que votre carnet en fait de prescription pour dire que vos bêta-HCG sont bien négatifs. Et ensuite, avec cette signature, vous pourrez aller à la pharmacie, chercher votre traitement et la pharmacie mettra un tampon pour attester qu'elle vous l'a bien délivré. Donc, c'est un circuit qui est très contrôlé. Donc, il faut absolument le consentement du patient ou de son représentant légal si le patient est mineur. Un carnet de prescription avec une ordonnance mensuelle pour vérifier les bêta-HCG. C'est un médicament qui est tératogène avec une contraception nécessaire pendant toute la durée du traitement et de 1 mois avant à 1 mois après. Et des bêta-HCG tous les mois jusqu'à 1 mois après. Faire attention au bilan lipidique et hépatique tous les 3 mois. Il y a un risque de sécheresse cutanéo-muqueuse, donc contre-indication de lentilles de contact, de troubles de l'humeur, il faut le rechercher à l'interrogatoire, un risque d'aggravation initiale de l'acné et une contre-indication des cyclines qui est un risque d'HTIC. Il faut savoir que l'isotrétinoïne, c'est le seul traitement de l'acné qui n'est pas suspensif, donc c'est le seul traitement curatif de l'acné. Tous les autres traitements vont avoir une efficacité uniquement pendant que le traitement est pris, mais pas à distance, alors que l'isotrétinoïne comprend à dose progressivement croissante pendant en général 1 an, jusqu'à une dose cumulée de 100-150 mg kilo. À l'arrêt, peut entraîner une rémission complète de l'acné. On continue puisque l'acné, on en avait déjà parlé. Donc, vous êtes interne en dermatologie. Vous recevez en consultation Madame R, 60 ans, pour des rougeurs du visage qui évoluent depuis ses 45 ans. Vous suspectez une rosacée. Quels éléments allez-vous rechercher à l'interrogatoire pour orienter votre diagnostic? Je vous laisse lire les questions. Donc,
Oui, la présence de bouffées vasomotrices, c'est évocateur de rosacée. L'atteinte du cuir chevelu, non. On n'a pas d'atteinte du cuir chevelu dans la rosacée, c'est plutôt dans la dermite séborique. La présence d'un prurite, non, pas vraiment. À la limite, la dermite séborique peut être un peu prurigineuse, sinon c'est plutôt dermatite atopique. L'exacerbation au soleil, oui. Et la sécheresse oculaire associée, oui. Donc, un petit rappel sur la rosacée. Le terrain, les facteurs déclenchants, pardon, c'est plutôt la femme de phototype clair, âgée d'en moyenne 40 à 50 ans, mais ça peut survenir avant, avec des poussées de rosacée qui sont favorisées par les changements de température, par la chaleur, par l'exposition solaire. Donc, on va avoir trois formes de rosacée. On commence par la forme vasculaire, qui se manifeste par des bouffées de chaleur. Donc, des bouffées de chaleur qui peuvent être déclenchées suite à des changements de température, mais aussi suite à la consommation d'alcool, prise d'aliments épicés, etc., qui peut donner des flushs au niveau du visage. Et on va aussi avoir un érythème des joues avec des fines télangiectasies, comme on peut voir sur la photo. La forme papillopustuleuse qui est la forme la plus fréquente, qui va toucher la femme voilà, de 30-40 ans, avec en général des papules, des pustules, mais pas de lésions rétentionnelles, c'est-à-dire pas de microkyste, pas de comédon ouvert, contrairement à l'acné, et une atteinte plutôt des joues, et éventuellement du front, mais plutôt des joues, contrairement à l'acné, qui va plutôt toucher la zone T. Et puis, c'est pas la même population en général. Et le rhinophyma. Donc, le rhinophyma, vous avez peut-être déjà croisé des gens dans la rue avec cette atteinte du nez hyper impressionnante, avec en fait une forme bourgeonnante, infiltrée de rosacée qui n'a aucun rapport avec la consommation d'alcool, qui est une forme de rosacée plutôt chez l'homme. Un peu plus âgé qui malheureusement est résistante au traitement. Il n'y a aucun traitement efficace. Les traitements, c'est laser ou chirurgie. Les diagnostics différentiels, c'est l'acné, notamment pour la rosacée papillopustuleuse, comme on en avait parlé, et puis la dermite séborique. Mais comme je vous ai dit, en général, c'est pas les mêmes localisations, c'est pas vraiment squameux, et voilà. Les complications à connaître, c'est quand même les complications oculaires de la rosacée. Il faut savoir que la rosacée, ça peut donner des blépharites, ça peut donner des kératites. Il faut surveiller, voilà, vérifier que la personne n'a pas de symptomatologie oculaire, éventuellement l'envoyer vers un ophtalmo. C'est dans 30% des cas les complications oculaires. Et il y a une stricte contre-indication des dermocorticoïdes puisque il faut toujours penser aux rosacées cortico-induites. Donc la rosacée cortico-induite, c'est quand on applique des dermocorticoïdes sur une peau à type de rosacée, on a un risque de faire flamber la rosacée, souvent sous une forme inflammatoire papillopustuleuse. Donc, il y a une contre-indication des dermocorticoïdes. C'est une des rares dermatoses faciales pour lesquelles il y a une contre-indication des dermocorticoïdes. Voilà, ça va vraiment faire flamber la rosacée. Donc là, vous connaissez l'essentiel. Le traitement de la rosacée n'est pas à connaître pour vous. On continue. Alors, vous recevez en consultation le jeune Jules, 8 ans, pour une éruption cutanéo-muqueuse diffuse depuis 48 heures dans un contexte de pneumopathie traitée par amoxicilline depuis hier. Quelle hypothèse est la plus probable? Donc là, il faut vraiment s'en tenir à la clinique. Hein. Alors là, vous avez des lésions érythémateuses du tronc, un peu bulleuses au centre, avec un aspect au moins avec deux cocardes, enfin au moins deux ronds concentriques, ou peut-être en pseudococarde, avec, comme on peut le deviner ici, des yeux rouges et une gingivostomatite. Donc, l'hypothèse la plus probable dans ce contexte, c'est parmi donc une toxidermie type Steven Johnson. Bon, l'amoxicilline a été débutée hier, peu probable. L'érythème pigmenté fixe, il y a rarement autant de lésions. C'est plutôt soit une atteinte muqueuse, soit une à 10 atteintes cutanées. Et c'est plutôt des macules érythémateuses. Un érythème polymorphe, oui, complètement. Gingivostomatite herpétique, on n'a pas vraiment d'atteinte cutanée. Le pied-main-bouche, dans le cadre du Coxsackie, ça donne pas ce type d'atteinte cutanée. C'est plutôt des vésicules palmoplantaires. Donc ici, on était face à un érythème polymorphe. Donc, pour vous expliquer l'érythème polymorphe, c'est une éruption cutanéo-muqueuse inflammatoire post-infectieuse qui survient quelques jours après, à une dizaine de jours, à une semaine après l'infection. Donc, c'est surtout l'herpès et le mycoplasme. Il y a d'autres agents infectieux qui peuvent être pourvoyeurs d'érythème polymorphe. Et ça va se manifester typiquement par des lésions cutanées en cocarde avec trois cercles concentriques, un premier cercle, un deuxième cercle, un troisième cercle, de disposition souvent acrale, donc plutôt palmoplantaire, douloureux. Parfois, on va avoir des formes bulleuses. Et puis, une atteinte des muqueuses, donc la muqueuse buccale avec une gingivostomatite, la muqueuse ophtalmique, la muqueuse génitale. On parle d'érythème polymorphe majeur quand on a au moins
quand on a une muqueuse autre que la muqueuse buccale atteinte. Le traitement, il est simplement symptomatique puisque c'est une éruption cutanée muqueuse inflammatoire, donc des soins locaux et ça régresse en quelques jours à semaines, 2-3 semaines. Oui. Voilà pour l'érythème polymorphe. Donc on continue. Madame R, 72 ans, consulte dans votre service de dermatologie pour cette éruption très prurigineuse qui est apparue il y a quelques jours. Vous réalisez des biopsies et une prise de sang pour étayer votre diagnostic. Que vous attendez-vous à trouver? Donc là, juste déjà, si on fait un petit point sur la photo, donc on a une éruption cutanée un peu eczématiforme, érythémato-vésiculo-squameuse, avec des bulles qui ont l'air tendues. Donc là, on s'oriente plutôt vers une pemphigoïde bulleuse. Donc, est-ce qu'on se retrouve face à un clivage sous-corné en histologie? Ben non, plutôt un clivage sous-épidermique. Donc, sous-corné, ce serait plutôt le pemphigus. Des dépôts linéaires du GGC3, la jonction dermo-hypodermique, oui, mais en immunofluorescence directe, donc ça c'est faux. Une hyperéosinophilie sanguine, oui, c'est possible. Des anticorps anti-BPAG1, BPAG2 en ELISA, oui. Et des anticorps fixés au versant épidermique de la bulle en IFI sur peau clivée, oui, parce que je vous rappelle, donc tout ça c'était bon. L'IFI sur peau clivée, c'est quoi? Si on prend le sérum du patient, on le met sur une peau humaine clivée au niveau de la membrane basale, donc on clive la membrane basale en deux, et les anticorps, ils vont se fixer sur le toit du clivage, ou toit de la bulle, ou versant épidermique, c'est la même chose, puisqu'en dessous, c'est le versant dermique. Un petit rappel rapide sur le pemphigus et la pemphigoïde. Donc, on a dit la pemphigoïde, plus de 70 ans, des lésions prodromiques, soit un prurite, mais en général des lésions eczématiformes ou urticariennes, rarement une atteinte muqueuse avec des bulles tendues sur une peau érythémateuse, pas de signe de Nikolsky. On fait une biopsie de bulles, on voit un clivage sous-épidermique avec des polynucléaires éosinophiles dans le derme et dans la bulle. En immunofluorescence directe sur la biopsie de peau périlésionnelle, des dépôts d'IgG-C3 linéaires. Et au bilan sanguin, en IFI, des anticorps anti-membrane basale et en ELISA, des anti-BP-AG1, BP-AG2 et l'IFI sur peau clivée, je viens de le dire, une fixation sur le toit de la bulle artificielle, sur le toit du clivage. Alors, ensuite, donc Noé, 6 mois, vous est adressé en consultation pour cette lésion du visage qui est apparue quelques jours après la naissance et qui ne cesse de grossir. Quel est votre diagnostic? Donc, on a une lésion qui était absente à la naissance, érythémateuse, en relief, molle. Donc là, on est face typiquement à un hémangiome, même un hémangiome superficiel. Hein. Concernant l'hémangiome infantile, quelles sont les propositions justes? Il s'agit de la